Bienvenue à votre bulletin local et régional InfoCam. Voici ce qui a attiré notre attention cette semaine. Incertitude de l'avenir du CLD de Kamouraska face aux coupures annoncées. Entretien avec François Lapointe sur le développement économique. Conséquences des modifications du régime d'assurance-emploi décriées par Action Chômage Kamouraska. Et finalement, soirée contribénéfice organisée par les porte-voix pour le bien-être des animaux domestiques. Depuis les coupures annoncées, le CLD de Kamouraska vit dans l'incertitude. Je me suis entretenue avec le directeur général, Sylvain Thiboutot. Tout d'abord, pourquoi on remet en cause l'utilité d'un CLD? Bien, c'est une bonne question parce que présentement, cette remise en question-là s'inscrit dans une refonte, dans un nouveau pacte fiscal que le gouvernement du Québec a signé avec les MRC et les municipalités du Québec. Et bien sûr, il y a 300 millions de dollars qui sont à couper dans ce nouveau pacte fiscal-là. Donc, ça a un impact direct sur le rôle que le CLD jouait ou le déploiement du CLD sur le territoire. Donc, c'est une surprise pour vous et pour tous les CLD qu'il y a une abolition des CLD. C'est une surprise, oui, parce que c'est sûr qu'on s'attendait à faire notre effort, comme tout le monde, pour le redressement des finances publiques, mais on ne s'attendait pas à un coup de balai aussi grand de la part du gouvernement du Québec, parce qu'on a prouvé l'utilité des différents CLD, de notre organisation dans chacun des territoires de MRC. Donc, on ne s'attendait pas du tout à remettre en question même notre existence. Qu'on soit coupé dans nos budgets, oui, mais de là à remettre l'ensemble de l'existence du CLD et des CRE, par le fait même au niveau régional, bien ça, c'est une surprise. Qu'est-ce que vous pensez de donner le choix à la MRC de déléguer ou non l'exécution de vos compétences en matière de développement économique local? Bien, déjà, à la base, la MRC avait le pouvoir de décision, avait le mandat de s'occuper du développement économique local. Ça, c'est pas une surprise. Depuis 2004, avec la loi 34, ce pouvoir-là était dévolu au MRC. La seule différence, c'est que dans la loi 34, la MRC avait l'obligation de confier ce mandat-là à un organisme autonome qui est le CLD. Donc, dans la nouvelle loi qui est du nouveau pacte fiscal, cette obligation-là disparaît. Donc, la MRC a le choix, soit d'intégrer dans sa structure même MRC, soit de le confier toujours à son CLD, ou de créer une structure autonome indépendante qui ne porterait pas nécessairement le nom de CLD. Est-ce que vous pensez, avec l'abolition de CLD, que ça va engendrer des entreprises privées qui vont vendre leur expertise à fort prix? Je pourrais pas vous dire exactement l'impact que ça va avoir. C'est sûr et certain qu'une coupure de 55 dans le financement des CLD, ben c'est des ressources professionnelles d'accompagnement aux entreprises qui disparaissent nécessairement. On n'a plus les leviers financiers non plus pour aider financièrement ces entreprises-là en termes de subventions, comme on le faisait actuellement auprès des jeunes entrepreneurs ou au niveau des entreprises d'économie sociale. Il nous restait encore quelques leviers de subventions qui vont disparaître nécessairement. Donc, c'est une diminution de services, c'est sûr et certain. L'accompagnement des entreprises ou le service conseil se fait par des professionnels, se fait par des individus. Alors, en coupant le budget, on coupe aussi des postes et des ressources qui ne seront plus là nécessairement. Donc, ça ouvre la porte à plein d'opportunités au niveau du privé, c'est bien entendu. Vous pouvez proposer des nouvelles idées à la MRC pour vous garder vivant. Est-ce que vous avez proposé de nouvelles idées à la MRC? Bien, on travaille présentement. On est en plein processus parce que, vous savez, la MRC va avoir à décider. Donc, il faut qu'elle ait l'éventail de choix possibles pour prendre une décision éclairée. Donc, ce qui veut dire différents scénarios, soit d'entités autonomes où on maintient les services du CLD à équipe réduite, ou c'est carrément une intégration dans la MRC.
Alors, c'est les différents scénarios. On va peser les pour et les contre avec les impacts sur le financement de ces projets-là aussi, de ces scénarios-là. Et c'est la MRC en bout de ligne, le conseil de la MRC, qui aura la décision finale de la décision. Alors, on donne les outils le plus possible pour que le conseil de la MRC prenne une décision éclairée là-dedans. Et le processus va s'enclencher. Je prévois peut-être durant l'année 2015, il y aura peut-être une période de transition. On ne coupera pas sec au 31 décembre puis dit, bon, ben voilà, on reconstruit à nouveau sur un nouveau modèle à partir du 1er janvier. Il y aura peut-être un processus là, d'atterrissage en douce pendant l'année 2015. Là. Il y a quelques semaines, il y a eu une conférence de presse sur le nouveau bâtiment de la MRC de Kamouraska à Saint-Pascal et vous devez vous déménager avec eux. Qu'est-ce qui va se passer? Pour l'instant, il n'y a rien de changé. On prévoyait notre intégration dans ce nouvel édifice-là autour de juin 2015, donc en milieu d'année 2015. Rien de changé parce que même s'il y avait une intégration, ben c'est des espaces disponibles parce que présentement, il n'y a pas d'espace disponible pour intégrer une nouvelle équipe à l'intérieur des bureaux actuels. Donc, le nouveau bâtiment à la MRC servait aussi à l'intégration du CLD, peu importe sa forme juridique ou peu importe s'il est intégré ou non à la MRC. Là. Fait que pour l'instant, de tout ça, il n'y a rien de changé. Il y aura peut-être quelques espaces supplémentaires de disponibles, c'est tout, là, des espaces à bureau. Là. Ouais. Et en terminant, si on parle de l'atmosphère ici dans les bureaux du CLD, comment qu'on gère la nouvelle, être un peu dans le néant avec le personnel? Comment qu'on fait pour rester positif dans tout ça? Là? Je vous avouerai que le professionnalisme de l'équipe se maintient et est très visible parce que bon, on continue à faire notre travail comme d'habitude, mais c'est bien entendu qu'individuellement, bien, chacun est préoccupé par son avenir. Fait que donc, veut pas, on n'est pas insensible à ce qui se passe, on n'est pas insensible à l'insécurité qu'on vit présentement. Et plus vite on va arriver avec une position claire au niveau du Conseil des maires, ce que nous, on contribue aussi à travailler, à préparer, puis à prendre les décisions, à aider à prendre des décisions comme il faut au niveau de la MRC. Mais plus vite on va être fixé, mieux ça va être pour l'ensemble des gens et aussi de la clientèle, parce que beaucoup, au niveau sur le terrain, bien, demandent allez-vous être encore là? Qu'est-ce qui va se passer avec mon projet? Qu'est-ce qu'on va faire par la suite? Donc, pour l'instant, nous, on fonctionne pas comme si de rien n'était, mais comme si on était encore là et qu'on a un service à rendre et qu'on a une mission à accomplir et on le maintient comme tel. Le député du NPD, François Lapointe, était de passage dans nos studios. Ma collègue Marie-André Dupéré en a profité pour parler de développement économique. Par rapport à une sortie qu'on a fait, que j'ai fait il y a moins de 2 semaines, où on a observé qu'encore une fois, cette année, il y aurait jusqu'à 12 % du budget qui n'a pas été engagé, donc qui a été voté. Le gouvernement a dit, vous pouvez mettre 30 millions dans le développement économique Canada pour la région du Québec. Il y aurait un 12 % qui ne serait pas engagé, donc potentiellement qui serait à la fin d'exercice renvoyé au Trésor public. On évalue que par des stratagèmes comme ça, il y a à peu près 82 millions de dollars depuis que M. Harper est au pouvoir qui n'ont pas été dépensés à l'intérieur de la structure de développement économique Canada pour les régions du Québec. Alors, on commence à décrier ça énormément. Il y a beaucoup de défis. Développer une PME en région amène des défis qui sont parfois plus grands que si on a les mêmes objectifs, disons, à Laval, par exemple. À Laval ou à Longueuil ou peu importe. Bon. On sait qu'on est devant, dans une fenêtre de 15 à 20 ans, on est devant potentiellement la pire crise de relève entrepreneuriale. C'est de gens qui ont 50, 55, 65, qui ont beaucoup travaillé sur une PME qui est peut-être même, dans certains cas, carrément une moyenne entreprise avec au-dessus de 80, 89, 100 employés. Et là, ils atteignent l'âge où ils commencent à se poser la question, mais qui va prendre la relève? Cette relève entrepreneuriale-là, selon plusieurs études, pas du NPD, des études là, d'organisation, vraiment de regroupement de PME, des chars d'études sur l'entrepreneuriat, on pourrait avoir un manque à gagner jusqu'à 30 000 releveurs. Il pourrait manquer. Là, donc, il y a en place une PME à quelque part en région qui est viable, qui est rentable, qui fait des profits depuis 5, 10, 15, 20, 30 ans, mais
mais il n'est pas évident qu'on va trouver quelqu'un pour la relever, pour que le propriétaire ou la propriétaire qui doit prendre sa retraite trouve quelqu'un qui va maintenir en affaires cette PME-là. Alors, dans un contexte comme ça, nous, on pense qu'au contraire, il faut s'assurer que l'ensemble des fonds qui sont disponibles pour aider à ces défis-là, à la PME en région, sont investis. Et non pas qu'on joue avec les chiffres comme ça, puis qu'on décide que 12 n'est pas investi, puis qu'on décide de le ramener au Trésor public au lieu de s'assurer d'en faire un fonds pour aider à relever ces grands défis-là de la PME dans les prochaines années. En lien avec ça, qu'est-ce que vous pensez des coupures annoncées dans les CLD? Bien, il y a 2 adresses par région actuellement. Il y a une CAE ou une SADC, généralement par région, qui sont présents, qui ont clairement une mission de dire, vous avez un projet d'entreprise ou vous êtes un jeune entrepreneur qui vit une période charnière, la nécessité, par exemple, d'acheter un équipement pour penser peut-être à grandir un peu, etc. Il y a 2 adresses actuellement. Il y en a une qui est soutenue beaucoup par le réseau fédéral, le Développement économique Canada, c'est les SADC-CAE. Là-dessus, notre position est claire. On doit maintenir l'aide pour les raisons que je disais précédemment, parce qu'il y a beaucoup de défis pour la PME dans les 10, 15, 20 prochaines années, surtout en région. Mais il y avait aussi l'autre adresse. Il y avait les CLD, soutenus par un réseau provincial, qui, elles aussi, pas toujours de façon souvent assez complémentaire. Ce n'est pas toujours les mêmes approches, ce n'est pas toujours les mêmes dossiers. Elle aussi avait comme mission, clairement, là, sur sa porte, vous êtes un jeune, une jeune entrepreneur, vous pouvez venir nous voir, on va vous soutenir. Dans cette optique-là, tout ce qui est perdu comme budget à cette mission-là peut être inquiétant. On va voir, on sait que le provincial a décidé de couper jusqu'à 55 des CLD. Moi, je suis en consultation, là. J'appelle régulièrement des gens du réseau fédéral, voir comment eux, c'est quoi leur lecture de ça. On ne sera pas alarmistes, on va attendre de voir comment les MRC qui auront la possibilité de mettre en place un fonctionnement pour soutenir le développement de la PME. On va voir comment les choses vont se régler. C'est important que le soutien, pas seulement le financement, pas seulement une enveloppe qui dit, ah oui, c'est bon ton idée. Puis oui, la machinerie, la nouvelle machine à 25 000 $ qui te permettrait de faire ton développement, on va t'aider en te soutenant avec un prêt pour te faciliter l'accès puis l'achat de cette nouvelle machine-là, par exemple. Ça, c'est important. Mais il y a tout un autre volet que les SADC, CAE, CLD font, qui est très important, c'est l'accompagnement. C'est-à-dire, une fois que tu l'as acheté, comment tu l'amortis, comment est-ce que tu changes ta publicité, etc. Ils sont présents aussi dans cet accompagnement-là. Et quand on regarde les chiffres entre les secteurs qui ne font pas appel du tout à cette expertise d'accompagnement et les résultats de maintien en entreprise sur 5 ans, et quand on regarde les secteurs, les PME qui, oui, ont fait appel à ces services-là, pas seulement de financement, mais aussi de soutien. Et là, on voit le pourcentage qui reste en affaires après 5 ans, il est beaucoup plus élevé. Donc, d'avoir seulement un budget qui dit une fois de temps en temps, « Ah oui, c'est bon ton idée, on va t'aider avec un prêt de tant de milliers de dollars. » C'est une bonne chose, mais il va falloir maintenir, et pas seulement chez les SADC-CAE, il va falloir maintenir aussi ce volet-là de soutien. Parce qu'une fois qu'un jeune entrepreneur a reçu le 25 000, achète la machine et pense à grandir, est-ce que ce qu'il va faire par la suite, embaucher de nouvelles ressources humaines, etc., est-ce que les choses vont se faire de telle façon que ça va être un succès? C'est aussi important que le prêt en question. On peut recevoir un prêt, faire de mauvaises décisions pendant l'année qui suit, puis pas rester en affaires. On peut obtenir le prêt, avoir de l'aide, des consultants, faire de bonnes décisions pendant l'année qui suit et rester en affaires encore pendant 5, 10, 15, 20 ans. C'est ça qu'on veut. Alors, cette mission-là est importante et il va falloir s'assurer que ce ne soit pas seulement les CAE, SADC qui aient la mission de soutenir comme ça la PME dans la consultation, pas seulement dans l'aide au financement direct, mais dans la consultation, le soutien aux jeunes entrepreneurs. Nous sommes allés rencontrer Alain Lagacé d'Action Chômage Kamouraska afin de connaître les conséquences des changements apportés au régime d'assurance-emploi par le gouvernement du Canada. Tout d'abord, M. Lagacé, parlez-nous des services que vous offrez aux personnes qui ont malheureusement perdu leur emploi.
Les services qu'on offre aux gens qui ont perdu leur emploi. Peut-être d'entrée de jeu vous dire, parce que des fois, ça étonne les gens de savoir le territoire qu'on a, parce que nous, on s'appelle Action Chômage Kamouraska, mais on reçoit des cas de Montmagny jusqu'à Matane. Donc, ça, c'est la région qui a normalement dessert, sans compter qu'il en vient d'autres endroits des fois. Mais les services qu'on offre, évidemment, c'est aider les gens à comprendre la loi d'assurance chômage, les défendre. Des fois, il y a des dossiers bloqués, faire des interventions, faire débloquer leurs dossiers. Aussi, ce qu'on offre depuis plusieurs années, qui est très apprécié par notre clientèle, c'est qu'on aide les gens à faire leur demande d'assurance emploi. Donc, bien souvent, ça évite des erreurs parce que c'est quand même assez compliqué. Et je pense que c'est un service qui est très apprécié. Donc, en gros, c'est un peu ce qu'on fait ici. J'imagine que depuis quelques années, vous avez relevé certaines problématiques. Dites-nous, si on parle de la nouvelle réforme du chômeur saisonnier, qu'est-ce que vous avez remarqué depuis que c'est mis en place? Ce qu'ils ont réussi finalement avec cette réforme-là, en disant les recherches d'emploi, les enquêteurs qui envoient, ce qu'ils ont réussi, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup moins de monde qui font des demandes d'assurance emploi. Donc, ils ont réussi à faire peur au monde, puis ça, c'est le même dans toutes les régions. Donc, la première chose qui a été remarquée ici dans la région comme ailleurs, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui auraient le droit de le demander pendant l'été, 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, et ils disent, on va pas se baudrer avec ça parce que là, on va se faire écœurer, on va se faire tanner. Donc, ça, ils ont réussi ce coup-là de faire peur aux gens. Ce qu'on a eu aussi comme effet, parce qu'il y a eu d'autres effets, comme je vous dis, beaucoup de gens ont eu peur puis demandent moins d'assurance chômage. Et ce qui a fait surtout le plus mal ici dans le Bas-Saint-Laurent, c'est au niveau du plus petit diviseur. Parce qu'avant ça, on prenait les 14 meilleures semaines parce qu'on a beaucoup de travail saisonnier, comme vous savez. On prenait les 14 meilleures semaines pour établir le taux d'assurance chômage. Maintenant, on prend les 18 meilleures semaines. Et ça, ici, ça fait mal beaucoup, et ça fait mal beaucoup aussi à l'économie régionale. Parce qu'on en retrouve souvent des gens qui ont le nombre d'heures requis, mais qui l'ont fait dans 15 semaines. Donc, on prend ce qu'ils ont gagné en 15 semaines, on le divise par 18, parce que le diviseur est 18, et là, il y a des gens qui perdent 25, 35, 50, même 75 $ par semaine à cause de ça. Donc, quelqu'un qui gagne pas cher, qui est à 55 % de son salaire déjà, et qu'on y ampute 50 ou 75 $, je pense qu'au niveau des marchands, au niveau des gens d'affaires, ici, dans la région, ça doit faire mal. Et l'autre chose qui fait beaucoup mal dans le Bas-Saint-Laurent, c'est qu'on a enlevé, en septembre 2012, 5 semaines qu'on donnait de plus aux gens. On a enlevé ça. Et ça, là, ça a occasionné ce qu'on appelle ici le trou noir du printemps. Là, c'est une expression qui nous vient du Nouveau-Brunswick. Le printemps, mars, avril, il y a des gens qui manquent de prestations. Donc, ça fait mal aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui manquent de prestations d'assurance chômage à la fin de leur prestation, avant que leur travail recommence. Il y a des coupures de 6 à 7 semaines, souvent, de gens qui n'ont pas de prestations, pas de salaire. Et donc, si les gens ont peur de demander une prestation, ça veut dire que c'est une augmentation de la pauvreté là, dans les régions. Bien, écoutez, finalement, les modifications qui ont été apportées par le gouvernement Harper, peu importe ce qui a été fait, c'est tout de l'augmentation. Premièrement, je prenais le terme au début harcèlement que je trouvais gros, mais maintenant, c'est plus le terme, c'est plus que de l'harcèlement, c'est de l'acharnement vraiment qui est fait au niveau des travailleurs. Donc, effectivement, ça a engendré beaucoup de choses, ça a engendré de la pauvreté, ça a engendré de la violence, ça a engendré plus de dépression, plus de maladies. Même ce qu'on commence à découvrir sur le terrain, il y a beaucoup d'employeurs, parce que ce qu'on entendait au début de la réforme, c'est des jeunes qui disaient je m'en vais à Montréal, je m'en vais à Fermont, je m'en vais à l'extérieur. Mais là, les effets de ça, il y a des employeurs, maintenant, saisonniers, qui nous disent on a de la misère à trouver de la main-d'œuvre parce que les jeunes sont partis. Fait que ça a engendré beaucoup de choses. Et c'est très malheureux. Quand on parle d'une caisse d'assurance chômage, on ne parle pas d'un programme déficitaire, là. On parle d'une caisse d'assurance chômage qui s'autofinançait, que le gouvernement ne mettait plus d'argent depuis 1992, donc depuis plus de 20 ans, et où on nous a volé 60 milliards. Donc, c'est un peu plate. Et moi, je dis souvent la blague, M. Harper, c'est un Robin des Bois à l'envers, parce que Robin des Bois, il volait les riches pour donner aux plus pauvres, mais M. Harper fait le contraire. Il vole les pauvres pour donner aux plus riches. Le nouveau chômeur doit aussi faire face à un modèle différent pour avoir recours à la justice. Le conseil arbitral ayant laissé place au tribunal de la sécurité sociale. Une structure qu'Action Chômage Kamouraska dénonce. C'est que le gouvernement fédéral disait qu'on mettait ça en place pour éviter premièrement des frais, pour rendre plus accessible la justice pour les prestataires ou peu importe. Et nous, on disait que c'était le contraire. Et maintenant, après un an d'usage, si vous voulez, les chiffres
nous prouve qu'on avait raison, parce que depuis l'instauration du tribunal de la sécurité sociale, il y a 90% moins de monde qui ont fait des appels. C'est plus compliqué, c'est vraiment épouvantable. J'avais déjà expliqué ça dans une formation. Exemple, on reçoit la décision, on a 30 jours pour faire une demande de révision. Finalement, je vais essayer de vous le dire un petit peu par cœur. Quand on reçoit une décision, parce que peut-être ça fait 2 mois qu'on attend la décision, on vient d'apprendre 2 mois après, on n'a pas le droit aux prestations, on fait une demande de révision dans les 30 jours. Ils ont à peu près 30 jours pour répondre, pour dire qu'ils acceptent ou non. Ils peuvent refuser la demande de révision. Là, il y a encore 30 jours pour faire une demande au tribunal de sécurité sociale. Mais là, ce qui est nouveau, c'est que la demande au tribunal de sécurité sociale peut être refusée. Donc, si elle est refusée, là, on parle encore toujours des mois, là. Si elle est refusée, le prestataire peut faire une demande de révision du refus du tribunal de sécurité sociale. Fait que là, il se ramasse après 6 mois sans prestation et pas plus avancé, là. Ils ne peuvent même pas encore faire entendre leur cause. Donc, vous comprenez pourquoi ça décourage les gens. Vous avez parlé tantôt du territoire que vous couvrez. Vous êtes 2 ici. Comment vous faites pour trouver du temps pour aider toute la population qui ont besoin de vous? J'adore cette question-là parce qu'on me la pose pas souvent. Effectivement, on est 2 ici et malheureusement, en plus, l'été, on est obligé de fermer les bureaux parce qu'on manque de budget. Donc, on n'est pas un organisme qui roule sur l'or, comme on dit. On reçoit un total de 42 000 $ par année pour couvrir 10 MRC. Puis quand je dis 10 MRC, il nous vient aussi des cas du Nouveau-Brunswick. Il nous vient aussi des cas de plus loin, de la région de Québec. Donc, c'est nettement insuffisant. Puis, c'est sûr que des fois, on est obligé de faire des petits miracles. Sauf que pour faire ce travail-là, je pense qu'il faut avoir la foi, il faut y croire. Il faut vouloir aider les gens. Puis, moi, j'ai cette foi-là. Les porte-voix pour le bien-être des animaux domestiques organisent une soirée country bénéfice afin de mettre sur pied le programme CSR. Voici les détails avec Maude Gamache-Bastille. Le programme CSR, c'est le programme C pour capture, S pour stérilise et R pour relâche. Alors, c'est un programme qui vise les chats, surtout les chats errants, ceux qui sont à l'état sauvage ou semi-sauvage. Et c'est un programme où est-ce d'abord, on capture l'animal à l'aide d'une cage faite spécialement pour ça, pour pas blesser l'animal. Ensuite, il est stérilisé par un professionnel, un vétérinaire. Il reçoit les vaccins. Et ensuite, on le relâche. C'est très important aussi de le relâcher et de ne pas essayer de le placer en famille parce que, comme je disais, c'est des chats qui sont sauvages ou semi-sauvages et ils sont pas habitués de vivre avec des humains. Ils ont des comportements un peu qui peuvent parfois être dangereux. Alors, on les remet où ils étaient. Et puis, c'est important aussi de les relâcher pour qu'ils conservent leur territoire. En fait, ces chats-là, bien, les chats, on les connaît, ils sont quand même assez territoriaux et ils habitent en bande. Alors, si on les replace pas dans leur bande, il y a d'autres chats qui vont prendre l'espace et d'autres chats qui n'ont pas été stérilisés. Alors, le problème va se poursuivre encore et encore. Fait que le but, c'est que les chats reprennent leur territoire, conservent leur territoire, mais cessent de se reproduire. Donc, c'est un programme qui a fait ses preuves et puis qui est déjà en place dans beaucoup d'autres municipalités, souvent avec les SPCA. Et on remarque vraiment une baisse considérable des populations de chats errants. On organise le 28 novembre prochain une soirée bénéfice, donc une soirée country bénéfice pour commencer, pour lancer notre campagne pour le programme CSR et puis commencer à ramasser de l'argent pour mettre en place ce programme-là qui va coûter quand même, on se le cache pas, beaucoup de sous. Il va y avoir une série, notre objectif, c'est de faire une série de campagnes pour pouvoir ramasser assez d'argent. Donc, la première activité, ça va être le 28 novembre prochain. C'est au Centre Robert-Côté de Saint-Pascal à 19h30. Donc, la soirée, il va y avoir plusieurs étapes. La première grande étape, ça va être la conférence. On va avoir un conférencier, un jeune homme qui s'appelle M. Arnaud Véry, qui est assez nouveau dans la région. On commence à entendre parler un peu de lui, qui a un CV assez épais pour tout ce qui a rapport aux animaux. C'est un passionné des animaux. C'est un maître chien, éducateur canin. Et puis,
dans son pays natal, en fait, dans sa région natale en France, il avait un refuge. Et puis, il avait participé aussi à la mise en place d'un programme CSR. Fait qu'il y a déjà de l'expérience là-dedans. Il va nous en parler. Il va nous parler de l'importance d'avoir un programme dans notre région, un programme CSR dans notre région. Et puis, c'est ça, il va nous informer. Ça va être une conférence vraiment très intéressante. Et après la conférence, il va y avoir aussi, c'est une soirée country benefits. Alors, il va y avoir la soirée avec Mme Caroline Pelletier, donc animée par Caroline Pelletier et sa troupe de danseurs, les Funny Dancers. Le lundi 17 novembre, les organismes communautaires autonomes se mobilisaient au Bas-Saint-Laurent ainsi qu'aux 4 coins du Québec. L'action 225 minutes pour 225 millions se tient dans le cadre de la campagne « Je tiens à ma communauté, je soutiens le communautaire ». Plusieurs organismes étaient présents au bureau du ministre responsable du Bas-Saint-Laurent, M. Jean Damour, pour lui lancer un message clair. Le communautaire, on n'a pas les moyens de s'en passer. Durant 225 minutes, les organismes ont fermé leurs portes afin de sensibiliser la population et les élus aux graves conséquences dues à leur sous-financement. Ils souhaitent aussi dénoncer les mesures d'austérité économique et revendiquer ce dont ils ont besoin pour réaliser leur travail, soit un rehaussement de 225 millions par année pour leur mission et l'instauration de véritables programmes nationaux de financement. Au Café Azimut de la Pocatière, à compter du 1er décembre et juste à temps pour les fêtes, les artistes du groupe Regard vous présentent leurs plus beaux tableaux en petit format que vous pourriez offrir à un être cher ou vous gâter tout simplement. Pour un aperçu de leur réalisation, visitez le www.grouperegard.com. C'est ainsi que se termine votre bulletin d'information Infocam. Merci d'avoir été avec nous et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Mallette de Saint-Pascal est fière d'être associée à cette émission. Mallette, 470 Avenue Chapelot à Saint-Pascal, 88 492 3515. Pour nous faire part d'une nouvelle, des images ou suggestions de reportages, par téléphone le 88 492 2711, par télécopieur le 88 492 7498, par courriel à presse@tvck.org et par Internet au www.tvck.org. LC Productions est fière d'être associée à cette émission. LC Productions se spécialise dans la conception et l'hébergement de sites Web. 1-877-680-5550.